Un pompier entend de faibles pleurs provenant d'une maison en feu et découvre un garçon de 7 ans protégeant sa sœur jumelle avec des couvertures mouillées. Lorsqu'il lui demande où il a appris à faire cela, la réponse du garçon, évoquant la préparation aux leçons de son beau-père, laisse tout le monde sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent d'octobre transperçait la veste d'intervention du lieutenant Jake Morrison alors qu'il descendait du camion 7. L'odeur âcre du vinyle en flammes et du plastique fondu le frappa comme une gifle. Le duplex du 428, Maple Street, se dressait devant lui tel un animal blessé. Des flammes orangées léchaient les vitres brisées tandis qu'une épaisse fumée grise s'échappait de chaque ouverture. Des voisins, emmitouflés dans des peignoirs et des vestes enfilées à la hâte, se serraient les coudes sur le trottoir, leurs visages illuminés par la lueur dansante de la destruction. Recherche primaire, Morrison, la voix du capitaine Rodriguez perça le chaos. Enfant possible à l'intérieur. 2e étage. L'estomac de Jake se noua, ce même nœud qu'il habitait depuis 3 ans, depuis Lucie. Il refoula ce souvenir, laissant la mémoire musculaire prendre le dessus tandis qu'il ajustait son masque à oxygène et se dirigeait vers l'entrée. La porte d'entrée, déformée par la chaleur, pendait sur ses gonds, laissant s'échapper un flot de fumée qui semblait être une créature vivante cherchant à fuir. À l'intérieur, le monde était devenu un enfer. Sa caméra thermique révélait les contours fantomatiques des meubles, des murs et des portes à travers l'obscurité suffocante. Les escaliers gémirent sous son poids tandis qu'il montait, chaque marche l'enfonçant plus profondément dans les entrailles d'une bête qui lui avait déjà trop pris. Pompiers! Signalez-vous si vous m'entendez. Rien. Juste le rugissement des flammes qui consumaient tout sur leur passage. Le couloir du 2e étage s'étendait devant lui comme un tunnel, bordé de portes menant à des horreurs inconnues. Jake avançait méthodiquement, vérifiant chaque pièce, sa respiration forte et mécanique dans ses oreilles. La chambre principale portait des traces de présence récente, des draps en désordre, un verre d'eau renversé sur la table de nuit, mais personne. Il s'apprêtait à passer à la pièce suivante lorsqu'il l'entendit. Un son faible, à peine audible par-dessus le crépitement des flammes, qui aurait pu être des pleurs ou le gémissement de la maison elle-même en train de mourir. La dernière porte au fond du couloir était légèrement entr'ouverte. Jake la poussa, le faisceau de sa lampe fendant la fumée comme une épée dans du velours. D'abord, il ne vit qu'une chambre d'enfant. Des lits jumeaux avec des draps à motifs de dinosaures, des jouets éparpillés sur le sol, une bibliothèque remplie de livres d'images sur de courageux chevaliers et des animaux qui parlent. Puis sa lumière les trouva. Dans le coin le plus éloigné, sous la fenêtre, 2 petites silhouettes étaient blotties l'une contre l'autre sous ce qui semblait être plusieurs couvertures mouillées. L'enfant le plus grand, un garçon aux cheveux blonds et au regard trop mûr pour son âge, avait enroulé ses bras autour d'une petite fille plus menue, ses cheveux sombres plaqués sur sa tête par l'humidité. Il ne pleurait pas. Il ne criait pas. Il restait parfaitement immobile, respirant à petites goulées à travers le tissu humide, observant Jake avec un calme étrange qui lui glaça le sang. « Salut, les enfants », dit Jake, sa voix étouffée par le masque alors qu'il s'approchait lentement. « Je suis des pompiers. On va vous sortir de là. » Le garçon, qui ne pouvait avoir plus de 7 ans, leva vers Jake ses yeux bruns et sérieux. « On peut bouger maintenant ?» La fumée s'épaissit, mais Richard a dit d'attendre que quelqu'un avec un casque arrive. Jake cligna des yeux, momentanément déconcerté par le sang-froid de l'enfant. La plupart des enfants qu'il avait secourus étaient soit hystériques de peur, soit inconscients à cause de l'inhalation de fumée. Ces 2-là étaient assis comme s'ils attendaient le bus. « Oui, mon grand. C'est sûr maintenant. Comment tu t'appelles ? » ? « Félix. Et voici ma sœur, Ivy. » Il baissa les yeux vers la fillette qui n'avait pas émis un son. « Elle ne parle pas aux inconnus, mais elle vous entend. » Jake s'agenouilla, étudiant l'abri de fortune qu'ils avaient créé. Les couvertures étaient trempées, pas simplement humides, mais complètement saturées. La chaleur en faisait s'élever de la vapeur, créant une petite poche d'air plus respirable autour des enfants. Quelqu'un leur avait enseigné cette technique, et bien enseignée. Félix, c'était vraiment très malin, ces couvertures mouillées. Où as-tu appris à faire ça ? Le garçon haussa les épaules comme si la réponse était évidente. C'est Richard qui nous l'a appris. On s'entraîne tout le temps pour ces leçons. Il a dit que si on se retrouvait piégé, on devait mouiller tout ce qu'on pouvait trouver et respirer à travers. Et rester près du sol, là où l'air est meilleur. Félix pencha la tête, étudiant l'équipement de Jake avec intérêt plutôt qu'avec crainte. Il nous a chronométré hier. J'ai mouillé les couvertures en 43 secondes.
Ivy a aidé en ouvrant les 2 robinets dans la salle de bain. Un froid s'installa dans la poitrine de Jake, un froid qui n'avait rien à voir avec l'air d'octobre s'infiltrant par les fenêtres brisées. Vous vous entraînez? Comme des exercices d'incendie? Pas seulement les incendies, dit Félix d'un ton factuel, ajustant sa prise sur Ivy alors que Jake se préparait à les soulever. Richard nous apprend plein de trucs d'urgence. Comment sortir de la fumée, où se cacher si des méchants arrivent, comment rester silencieux quand il le faut. Il fit une pause, puis ajouta avec la sincérité que seuls les enfants possèdent, il dit que le monde est dangereux et qu'on doit être prêt. Jake prit les 2 enfants dans ses bras, surpris par leur légèreté, par la facilité avec laquelle ils se moulèrent contre lui. Ivy enfouit son visage dans son épaule sans un bruit, tandis que Félix continuait de parler sur ce même ton calme, presque conversationnel. « Notre maman va bien ? Elle était dans sa chambre quand ça a commencé. Mais Richard a dit qu'on devait rester dans notre chambre quoi qu'il arrive. Même si on entendait des cris. » Ces mots frappèrent Jake comme un coup de poing. « Même si on entendait des cris. C'est la règle, » expliqua Félix alors qu'il descendait le couloir enfumé. Pendant les leçons, on ne bouge pas jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous chercher ou que Richard dise que c'est fini. Parfois, les leçons sont très bruyantes et effrayantes. Mais si on suit les règles, personne n'est gravement blessé. L'esprit de Jake s'emballa tandis qu'il portait les enfants vers les escaliers. La façon dont Félix parlait de ses leçons. Si désinvolte, si rodé. La technique des couvertures mouillées était efficace, quelque chose qu'on apprend dans un cours de sécurité incendie de base. Mais le reste, rester silencieux quand il le faut, se cacher si des méchants arrivent, ignorer les cris. Quel genre de leçon ce Richard enseignait-il? Ils sortirent de la maison et trouvèrent le soulagement béni de l'air froid et pur. Des ambulanciers les entourèrent immédiatement, vérifiant les signes vitaux des enfants, écoutant leurs poumons, éclairant leurs yeux. Jake se recula, retira son casque et passa une main dans ses cheveux humides de sueur, observant Félix répondre aux questions avec le même sang-froid surnaturel qu'il avait montré à l'étage. D'autres membres de la famille? Demanda Janet Williams, une ambulancière, en enroulant une couverture sur les épaules d'Ivy. Notre maman, Ruth, est déjà à l'hôpital, dit Félix. L'ambulance l'a emmenée avant que le feu ne devienne vraiment grave, et Richard est parti avec elle. Il leva vers Janet ses 2 yeux sérieux. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Richard a dit que parfois, les gens ne reviennent pas de l'hôpital. On va se renseigner sur ta maman, mon grand, dit Janet doucement. Pour l'instant, on doit s'assurer que toi et ta sœur êtes en bonne santé. Tu peux prendre de grandes respirations pour moi? Tandis que les ambulanciers s'activaient, Jake ne parvenait pas à détacher son regard des enfants. Quelque chose dans leur comportement le dérangeait, une anomalie qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Ce n'était pas seulement leur calme face au traumatisme. Il avait déjà vu ça, généralement chez des enfants qui avaient tellement enduré que l'état de choc était leur mode par défaut. C'était la spécificité de leurs réponses, le caractère rodé de leur technique de survie, la façon dont Félix parlait de leçons et de règles, comme s'il discutait de devoirs plutôt que de vie ou de mort. Le capitaine Rodriguez apparut à ses côtés. « Sacrée histoire », dit-il à voix basse. Les enfants disent que c'est leur beau-père qui leur a appris le truc des couvertures. Un type malin, il leur a probablement sauvé la vie. « Ouais », répondit Jake lentement. « Un type malin. » Mais en regardant Félix aider Ivy à monter dans l'ambulance, sans jamais perdre ce sang-froid étrangement adulte, Jake ne pouvait s'empêcher de penser que les leçons de Richard Brennan allaient bien au-delà de la préparation aux situations d'urgence. La manière dont Félix avait mentionné le fait de rester silencieux, de se cacher, d'ignorer les cris, ce n'étaient pas des techniques de sécurité incendie. C'étaient des compétences de survie pour toute autre chose. Les portes de l'ambulance se refermèrent avec un bruit sourd, et Jake la regarda s'éloigner du trottoir, ses gyrophares peignant la rue maculée de fumée de touches de couleurs intermittentes. Il aurait dû se sentir bien après ce sauvetage. 2 enfants vivants, relativement indemnes, capables de sortir d'un incendie qui aurait pu les tuer. Au lieu de cela, il sentit une angoisse familière s'installer dans son estomac, le même instinct qui faisait de lui un bon pompier et un très mauvais dormeur. Quelque chose clochait dans ce tableau. D'une manière qui n'avait rien à voir avec un câblage défectueux ou des bougies oubliées. Alors que la foule commençait à se disperser et que les flammes cédaient finalement à l'assaut constant de l'eau et de la mousse, Jake se surprit à penser à la petite fille qui n'avait pas prononcé un seul mot et au petit garçon qui parlait comme s'il s'était préparé au désastre toute sa vie. Dans la poche de sa veste, son téléphone vibra. Un SMS de son ex-femme. « J'ai vu l'incendie aux infos.
Encore un sauvetage d'enfant. Lucie serait fière. Jake fixa le message un long moment, puis le supprima sans répondre. Lucie avait 5 ans quand la fumée l'avait emporté. 5 ans, terrifiée, appelant son papa qui se trouvait à 3 villes de là, combattant l'incendie de quelqu'un d'autre. Ces enfants-là n'étaient pas terrifiés. C'était ce qui le dérangeait le plus. Ils étaient préparés. L'aile pédiatrique de l'hôpital général d'Akron sentait le désinfectant et l'espoir, deux parfums qui ne s'étaient jamais bien mélangés dans l'expérience de Jake Morrison. Ils n'étaient pas censés être là. Le protocole dictait que les victimes secourues devenaient la responsabilité de l'hôpital une fois qu'elles quittaient les lieux. Mais quelque chose chez Félix et Ivy Carmichael s'était logé sous sa peau comme une écharde. Et en 15 ans de carrière, Jake avait appris à faire confiance à ses instincts quand il ne le laissait pas en paix. Il les trouva dans la chambre 314, assis côte à côte sur le même lit d'hôpital malgré la présence d'un second lit à seulement 1 mètre de là. Félix portait une blouse d'hôpital trop grande pour sa petite carrure, tandis qu'Ivy avait réussi à conserver son pyjama taché de fumée. Ils ne regardaient pas la télévision ni ne jouaient avec la tablette qu'une infirmière leur avait laissée. Au lieu de cela, ils étaient assis, parfaitement immobiles, la main de Félix posée de manière protectrice sur le bras de sa sœur, tous deux fixant la porte comme s'ils s'attendaient à voir quelqu'un entrer d'un moment à l'autre. « Salut, les enfants », dit doucement Jake en frappant au cadre de la porte. « Vous vous souvenez de moi ?» La posture de Félix se redressa légèrement, mais son expression resta méfiante. « Vous êtes le pompier qui nous a sortis, le lieutenant Morrison. » Le fait qu'un enfant de 7 ans se souvienne de son grade et le prononce correctement envoya un autre frisson dans le dos de Jake. « C'est exact. Comment vous sentez-vous tous les deux ?»« Nous allons bien, » dit automatiquement Félix. « Les médecins ont dit que nos poumons allaient bien. Pas de dommages dus à la fumée. » Il fit une pause, puis ajouta avec ce même ton étrangement mature, « Richard a toujours dit que si nous suivions les règles pendant les leçons, nous ne serions pas blessés. Il avait raison. » Jake approcha une chaise, remarquant comment les yeux d'Ivy suivaient chacun de ses mouvements tandis que son corps restait parfaitement immobile. « Félix, peux-tu m'en dire plus sur ces leçons ? Je suis curieux à propos de la technique des couvertures mouillées. » C'était vraiment très intelligent. Une lueur vacilla sur le visage de Félix. Pas de la peur, exactement, mais une sorte de calcul prudent qu'aucun enfant ne devrait posséder. Richard nous enseigne la préparation aux situations d'urgence, la sécurité incendie, les protocoles en cas d'effraction, ce qu'il faut faire si des inconnus essaient de nous enlever. Sa voix avait la cadence de quelqu'un qui récite des réponses bien apprises. Il dit que la plupart des parents ne préparent pas leurs enfants au vrai danger, alors leurs enfants se blessent quand de mauvaises choses arrivent. Des protocoles en cas d'effraction, répéta lentement Jake. Quel genre de protocole ? Félix jeta un coup d'œil à Ivy, une communication silencieuse passant entre eux. Nous avons des cachettes, des pièces de sûreté. Richard nous a montré comment barricader les portes et quelles fenêtres ont les meilleures issues de secours. Il nous a appris des signes manuels pour quand nous devons être complètement silencieux. Comme pour le démontrer, Félix fit un geste subtil avec ses doigts, et Ivy baissa immédiatement le menton et sembla se replier sur elle-même, devenant encore plus petite et plus invisible. L'efficacité désinvolte de ce geste retourna l'estomac de Jake. À quelle fréquence pratiquez-vous ces leçons ? Chaque semaine, parfois plus si Richard pense que nous devenons négligents. Le ton factuel de Félix ne vacilla jamais. Le mois dernier, nous avons fait des exercices d'incendie tous les 2 jours parce que j'ai mis trop de temps à mouiller les couvertures. Richard m'a chronométré. 43 secondes, c'était mon meilleur temps, mais il a dit que dans une vraie urgence, 40 secondes pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Un souvenir remonta à la surface, non sollicité, dans l'esprit de Jake. Lucie, 5 ans, s'exerçant à la sécurité incendie à l'école. Elle était rentrée à la maison, excitée, impatiente de lui montrer comment s'arrêter, se jeter au sol et rouler, gloussant en faisant la démonstration sur le tapis du salon. La joie sur son visage, le côté ludique d'apprendre quelque chose de nouveau. C'était l'opposé complet de la sinistre efficacité dont faisait preuve Félix. « Félix, » dit Jake prudemment, « quand vous pratiquez ces exercices d'incendie, est-ce que Richard utilise du vrai feu ?» La question resta en suspens dans l'air, comme de la fumée. Les yeux de Félix se tournèrent vers la porte, puis de nouveau vers Jake, et pour la première fois, son sang-froid se fissura légèrement. « Nous ne sommes pas censés parler des détails des leçons. Richard dit que les gens qui ne comprennent pas la préparation aux situations d'urgence pourraient penser que c'est dangereux, mais ils ne savent pas à quel point le monde est vraiment dangereux. »
Avant que Jake ne puisse répondre, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Félix et Ivy se tendirent tous les deux, tournant la tête vers le son avec la vivacité d'une proie sentant un prédateur. Une femme apparut dans l'embrasure de la porte, grande, professionnelle, portant une mallette et arborant l'expression légèrement harassée de quelqu'un qui avait été arraché à d'autres affaires urgentes. « Bonjour », dit-elle, sa voix chaude mais fatiguée. « Je suis Melissa Torres, des services de la protection de l'enfance. Je suis ici pour parler avec Félix et Ivy. » Jake se leva, lui tendant la main. « Lieutenant Morrison, service d'incendie d'Akron. C'est moi qui les ai trouvés. » Melissa lui serra la main, sa poignée ferme. « Je suis contente que vous soyez là, lieutenant. J'ai quelques questions sur les circonstances du sauvetage. » Elle se tourna vers les enfants, son expression s'adoucissant. « Et j'aimerais apprendre à vous connaître un peu mieux tous les deux. » Félix se redressa sur le lit, sa main se resserrant sur le bras d'Ivy. « On a des ennuis ? » ?»« Non, mon cœur. Vous n'avez pas d'ennuis, » dit Melissa en tirant une autre chaise. « Je veux juste m'assurer que vous êtes en sécurité et que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Pouvez-vous me parler de votre famille ? Votre maman et votre beau-père. » « Ruth est notre maman, » dit Félix, utilisant le prénom de sa mère d'une manière qui frappa Jake comme étrangement formelle. « Elle est en soins intensifs à cause des dommages de la fumée à ses poumons. Richard est son mari. Il s'occupe de nous quand Ruth ne peut pas. Et Richard vous apprend la préparation aux situations d'urgence. » Félix hocha la tête, mais Jake surprit la façon dont ses épaules se tendirent, la légère saccade dans sa respiration. Richard dit que la plupart des enfants ne survivent pas aux urgences parce que leurs parents ne les préparent pas correctement. Il s'assure que nous savons comment prendre soin de nous-mêmes. Melissa se pencha légèrement en avant, sa voix douce mais inquisitrice. « Félix, quand tu t'entraînes avec Richard, est-ce qu'il fait parfois des choses qui te font peur ?» La question tomba comme un coup près. Le visage de Félix devint complètement vide et Ivy sembla se recroqueviller encore plus. Quand Félix parla, sa voix était devenue plate, sans émotion. « Richard ne nous fait pas peur. Il nous prépare. Il y a une différence. »« Mais parfois, les leçons sont effrayantes, n'est-ce pas ?» insista doucement Melissa. « C'est normal d'avoir peur pendant l'entraînement. La peur, c'est juste la façon dont ton corps te dit de faire attention. » Félix récita, sa voix prenant une qualité chantonnante qui suggérait une répétition fréquente. « Richard dit que la peur peut vous sauver la vie si vous ne la laissez pas vous rendre stupide. Nous nous entraînons pour ne pas être stupides quand de vraies urgences se produisent. » Jake se surprit à penser à sa propre éducation en matière de sécurité incendie, les exercices mensuels à l'école, son père lui montrant comment vérifier les piles des détecteurs de fumée, les discussions familiales sur les voies d'évacuation. Tout cela avait été rassurant, valorisant. Cela l'avait fait se sentir plus en sécurité, pas plus effrayé. Mais Félix parlait de la préparation aux urgences comme d'autres enfants pourraient parler des corvées ou des devoirs, un travail nécessaire et sérieux que les adultes leur imposaient. Il n'y avait aucun sentiment de sécurité dans sa voix, aucune sensation de protection, seulement le devoir et la vigilance. « Félix, » dit doucement Jake. « Hier, quand je vous ai trouvé, tu as mentionné que pendant les leçons, vous êtes censé rester en place même si vous entendez des cris. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ?» Les yeux du garçon s'écarquillèrent et il lança un regard paniqué à Ivy. Pour la première fois depuis que Jake l'avait rencontré, Félix ressemblait à ce qu'il était. Un enfant de 7 ans qui avait dit quelque chose qu'il n'était pas censé dire. « Richard dit que les leçons doivent être réalistes, » balbutia Félix. « Parfois, il y a des bruits forts, des sons effrayants, mais si nous enfreignons les règles et quittons nos positions, nous pourrions être plus gravement blessés. » Sa voix gagna en assurance alors qu'il retrouvait ses repères dans des explications familières. Comme les soldats à l'entraînement, il s'exerce avec des bruits forts et de la fumée pour ne pas paniquer dans de vraies batailles. Melissa et Jake échangèrent un regard. « Félix, » dit prudemment Melissa. « Quel genre de bruit fort ? Quel genre de sons effrayants ?» Mais Félix en avait clairement trop dit. Il serra les lèvres et secoua la tête, enroulant ses 2 bras autour d'Ivy dans un geste à la fois protecteur et auto-apaisant. « Nous ne sommes pas censés parler des détails. Richard dit que les gens pourraient mal comprendre. » Le silence s'étira entre eux, lourd d'implications tacites. Jake regarda Ivy tourner son visage dans l'épaule de son frère, son petit corps tremblant légèrement. Elle n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'il les avait trouvés, mais son silence semblait délibéré plutôt que traumatique. Le genre de silence qui vient de l'entraînement plutôt que du choc. Un léger coup à la porte interrompit la tension.
Une jeune infirmière passa la tête dans la pièce. « Excusez-moi, mais Monsieur Brennan est ici pour voir les enfants. » Félix et Ivy se raidirent tous les deux. Jake sentit ses instincts protecteurs monter en flèche en observant la réaction des enfants. Pas de soulagement ni de joie à la vue de leur beau-père, mais une sorte d'alerte craintive qui lui fit serrer la mâchoire. « Il est dehors ?» demanda Mélissa. « Oui, madame. Il attend depuis environ 1 heure. Il a dit qu'il est venu dès qu'il a pu organiser la prise en charge de sa femme. » Félix glissa du lit, ses mouvements soudainement vifs et efficaces. Il tira sur la main d'Ivy, qui se leva immédiatement aussi. Tous deux s'arrangèrent d'une manière qui ressemblait presque à une position au garde-à-vous. Dos droit, main le long du corps, yeux vers l'avant. « On devrait se préparer », dit doucement Félix. Richard n'aime pas quand on a l'air désordonné. Jake regarda Félix lisser les cheveux d'Ivy avec l'efficacité rodée de quelqu'un qui l'avait fait de nombreuses fois. Pendant ce temps, Ivy redressait la blouse d'hôpital de son frère. Il y avait quelque chose de militaire dans leurs préparatifs. Un sentiment d'inspection plutôt que de retrouvailles. « Vous n'avez rien de spécial à faire », dit doucement Mélissa. « Vous pouvez simplement être vous-même. » Félix la regarda avec confusion, comme si le concept d'être lui-même était étranger. Richard vérifie toujours pour s'assurer que nous avons bien suivi les règles. Après les leçons, après les urgences, après tout ce qui est important. Il fit une pause, puis ajouta avec la sincérité d'un enfant de 7 ans, « Il a besoin de savoir que nous avons appris ce que nous étions censés apprendre. » La porte s'ouvrit et Richard Brennan entra dans la pièce. Il était plus jeune que Jake ne l'avait imaginé, peut-être la quarantaine, avec la carrure élancée de quelqu'un qui restait en excellente condition physique. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés malgré leur tardive, et ses vêtements étaient propres et repassés. Il se déplaçait avec la précision contrôlée d'un militaire, ses yeux cataloguant immédiatement tout le monde dans la pièce avant de se poser sur les enfants. « Félix, Ivy. » Sa voix était calme, autoritaire. « Comment vous sentez-vous ? » « Nous allons bien, Richard, » dit Félix, sa posture devenant encore plus rigide. « Nous avons suivi tous les protocoles. Couverture mouillée, respiration basse, attente du personnel de secours. » Il récita les informations comme un rapport, tandis qu'Ivy se contentait d'acquiescer silencieusement à ses côtés. « Bien. » L'approbation de Richard était mesurée, professionnelle. Il se tourna vers Jake et Mélissa. « Je suis Richard Brennan, le beau-père des enfants. Je tiens à vous remercier, lieutenant Morrison, de les avoir sortis sains et saufs. » Sa poignée de main était ferme, son contact visuel direct. « Et mademoiselle Torres, je crois comprendre que vous avez quelques questions sur les pratiques de préparation aux urgences de notre famille. » Il n'y avait aucune attitude défensive dans son ton, aucune colère ni inquiétude d'être sous le coup d'une enquête. Au contraire, il parlait avec la confiance de quelqu'un qui croyait complètement en ce qu'il faisait, ce qui, réalisa Jake, était peut-être la chose la plus dérangeante de toutes. « Oui, monsieur Brennan, » dit Mélissa. « J'aimerais discuter de vos méthodes d'entraînement avec les enfants. » « Bien sûr. » Richard s'approcha de Félix et Ivy, sans les toucher, mais assez près pour que Jake voie les deux enfants se redresser subtilement encore plus. « Je crois en une éducation pratique aux situations d'urgence. Trop de parents comptent sur les écoles pour enseigner les compétences de survie de base. Mais les écoles ne peuvent pas simuler des conditions réelles. Quand les secondes comptent, les enfants ont besoin de mémoire musculaire, pas de connaissances théoriques. Et vos simulations incluent l'exposition des enfants à la fumée et à des bruits forts, demanda Jake, son ton soigneusement neutre. Le regard de Richard s'aiguisa légèrement, mais son expression resta calme. Une exposition contrôlée aux conditions d'urgence. Oui. Sous une supervision attentive avec des protocoles de sécurité en place. Il baissa les yeux vers Félix et Ivy. Parle-leur de ton kit d'urgence, Félix. Félix commença immédiatement à réciter, bouteilles d'eau, barres énergétiques, lampes de poche, radio à pile, trousse de premier secours, couverture de survie, sifflet et pile de rechange. Nous le vérifions tous les mois et nous renouvelons la nourriture tous les 6 mois pour que rien n'expire. Et vos voies d'évacuation ? Porte d'entrée, porte arrière, fenêtre de la chambre de Félix en utilisant l'échelle de corde. Fenêtre de la chambre d'Ivy vers le toit du Porsche, continua Félix sans la moindre hésitation. Le point de ralliement est le grand chêne dans le jardin des Henderson, de l'autre côté de la rue. Jake devait admettre que les préparatifs étaient minutieux, voire impressionnants. Mais quelque chose dans la récitation mécanique des enfants
la façon dont ils se tenaient comme des soldats attendant l'inspection fit sonner des signaux d'alarme dans sa tête. Les enfants ont mentionné s'entraîner avec le feu, dit Mélissa. Pouvez-vous développer? De petites combustions contrôlées dans des récipients métalliques, répondit Richard sans heurts, pour leur apprendre à reconnaître l'odeur de différents matériaux qui brûlent, la vitesse à laquelle la fumée peut remplir une pièce, l'importance de rester bas. Le tout mené dans des zones bien ventilées avec du matériel d'extinction à portée de main. Cela semblait raisonnable quand il l'expliquait, minutieux, même responsable. Mais Jake ne pouvait pas chasser le souvenir des mots de Félix, même si on entendait des cris. Ce n'était pas de la formation à la sécurité incendie. C'était tout autre chose. Comme s'il lisait dans ses pensées, Richard aborda la question tacite. Je leur enseigne également d'autres situations d'urgence, les effractions, les tentatives d'enlèvement, des situations où ils pourraient avoir besoin de se cacher et de rester silencieux pendant de longues périodes. Le monde est plus dangereux que la plupart des parents ne veulent l'admettre. Et pendant ces exercices, utilisez-vous des effets sonores réalistes? Demanda Jake. De la violence simulée? L'expression de Richard ne changea pas, mais Jake surprit un éclair dans ses yeux. Pas de la culpabilité, mais de l'irritation d'être interrogé. Des composants audio, oui. Les enfants doivent apprendre à penser clairement sous le stress. Un exercice trop confortable ne les prépare pas à la réalité. Félix et Ivy restèrent parfaitement immobiles pendant toute cette conversation. Leur visage vide, leur corps tendu. Jake réalisa qu'ils attendaient. Non seulement ils écoutaient, mais ils attendaient activement des indices sur la façon de répondre, quoi dire, comment se comporter. Monsieur Brennan, dit Mélissa, j'aimerais programmer une visite à domicile pour observer votre installation d'entraînement et discuter de vos méthodes plus en détail. Bien sûr, dit immédiatement Richard. Je n'ai rien à cacher. Mon seul souci est la sécurité et la préparation de ces enfants. Il baissa les yeux vers Félix et Ivy. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. L'entraînement a fonctionné exactement comme prévu. Félix hocha la tête, mais Jake surprit le léger tremblement de ses mains, la façon dont Ivy se serrait contre son frère. Quel que soit le soulagement qu'ils auraient pu ressentir en survivant à l'incendie, il était éclipsé par autre chose. Le poids de l'évaluation, d'être jugé sur leur performance dans une situation de vie ou de mort. Alors que Richard prenait des dispositions pour la sortie des enfants, Jake se surprit à étudier la dynamique familiale avec une inquiétude croissante. Il n'y avait pas de chaleur ici, pas de réconfort offert à des enfants traumatisés. Au lieu de cela, il y avait une évaluation, une approbation pour un travail bien fait, et la pression implicite de continuer à performer au même niveau. Quand ils quittèrent enfin la chambre d'hôpital, Félix marchant légèrement devant Ivy dans ce qui semblait être une formation rodée, Jake resta derrière avec Mélissa. « Qu'est-ce que vous en pensez » demanda-t-elle à voix basse. Jake fixa l'embrasure de la porte vide, pensant à la façon dont les enfants s'étaient tenus au garde à vous, à la précision mécanique de leurs réponses, à la manière soignée dont ils s'étaient préparés à l'arrivée de Richard. « Je pense, dit-il lentement, que ces enfants ont été entraînés pour quelque chose. Je ne suis juste pas sûr que ce soit ce que Richard Brennan prétend. » Dehors, la nuit d'octobre était devenue plus froide, et Jake pouvait voir son souffle en petites bouffées alors qu'il marchait vers son camion. Mais le frisson qu'il ressentait n'avait rien à voir avec la météo. Il venait du souvenir de deux enfants qui avaient survécu à un incendie de maison avec un sang-froid presque surnaturel, et de la certitude croissante que leurs compétences de survie avaient été acquises à un prix qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à payer. La maison des Carmichael sur Maple Street paraissait différente en plein jour. Ce qui avait été une scène de chaos et de destruction la veille au soir se révélait maintenant être une scène de crime méthodique, bien que Jake Morrison ne sache pas encore quel crime avait été commis. Il se tenait sur le trottoir à côté de Melissa Torres, observant Richard Brennan les guider à travers le portail d'entrée avec la confiance d'un homme qui n'avait rien à cacher. Les dégâts sont principalement confinés à la cuisine et au salon, expliqua Richard, sa voix portant le même ton mesuré dont Jake se souvenait de l'hôpital. Les chambres des enfants et la zone d'entraînement au sous-sol sont intactes. Zone d'entraînement, Jake échangea un regard avec Melissa, qui prenait des notes dans un petit portefeuille en cuir. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incendie, 3 jours depuis que Ruth Carmichael avait été transférée des soins intensifs à une chambre normale, et 3 jours pendant lesquels Jake n'avait cessé de penser au sang-froid surnaturel de Félix et Ivy face au désastre. « Monsieur Brennan, dit Melissa alors qu'ils approchaient de la porte d'entrée. Je vous remercie de nous autoriser cette inspection.
Comme je l'ai mentionné au téléphone, c'est la procédure standard lorsque des enfants démontrent des connaissances de survie inhabituelles. Je comprends tout à fait, répondit Richard, sortant un jeu de clés de la poche de sa veste. Je veux que vous voyiez exactement comment nous nous préparons aux urgences. La plupart des parents préfèrent prétendre que leurs enfants ne seront jamais confrontés au danger, mais faire semblant n'arrête pas les incendies de maison ou les effractions. L'intérieur de la maison racontait une histoire de préparation systématique qui allait bien au-delà de la planification d'urgence familiale normale. Dans l'entrée, Jake remarqua une petite étagère contenant 2 sacs à dos d'urgence de taille enfant, chacun étiqueté en lettres capitales nettes, Félix et IVY. À côté d'eux était accrochée une carte plastifiée avec des procédures d'évacuation imprimées en gros caractères clairs. Les sacs d'évacuation des enfants, expliqua Richard, remarquant leur attention. 72 heures de provisions, mises à jour mensuellement. Chaque enfant sait exactement ce qu'il y a dans son sac et comment utiliser chaque article. Il les conduisit à travers le salon endommagé par le feu, signalant des détecteurs de fumée qui avaient été installés par des professionnels et régulièrement entretenus, des extincteurs montés à des hauteurs accessibles aux enfants, et des fenêtres qui avaient été modifiées avec des barres de sécurité à dégagement rapide. Le véritable entraînement se passe en bas, dit Richard en ouvrant une porte que Jake avait supposé mener à une cave. C'est là que nous menons la plupart de nos simulations d'urgence. Le sous-sol avait été transformé en quelque chose qui ressemblait à un croisement entre une salle de classe et une installation d'entraînement militaire. Les murs en béton étaient peints en blanc et recouverts de graphiques montrant des voies d'évacuation, des signaux manuels et des procédures de premiers secours de base. Une grande table contenait diverses fournitures d'urgence, lampes de poche, piles, fournitures médicales, comprimés de purification d'eau. Dans un coin se trouvait une collection d'équipements audio qui attira immédiatement l'attention de Jake. C'est une installation assez complète, dit Melissa, sa neutralité professionnelle masquant ce que Jake soupçonnait être une inquiétude croissante. La préparation demande de l'investissement, répondit Richard. La plupart des parents dépensent plus pour les jeux vidéo de leurs enfants que pour leur éducation à la survie. Il fit un geste vers une section du sous-sol qui avait été aménagée comme une fausse chambre à coucher. Nous menons des exercices d'incendie ici en utilisant des machines à fumer contrôlées et des lampes chauffantes. Les enfants pratiquent leurs réactions dans des conditions réalistes. Jake étudia la fausse chambre, notant l'attention portée aux détails. Des lits jumeaux identiques à ceux de l'étage, les mêmes draps à motifs de dinosaures, même la même disposition de jouets et de livres. C'était comme un décor de théâtre conçu pour reproduire les conditions exactes que Félix et Ivy rencontreraient dans une véritable urgence. Et l'équipement audio ? Demanda Jake en hochant la tête vers le coin. L'expression de Richard ne changea pas, mais Jake surprit un léger raidissement autour de ses yeux. Des effets sonores. Les incendies de maison sont des environnements chaotiques et bruyants. Les enfants doivent apprendre à penser clairement malgré les distractions auditives. Quel genre d'effets sonores ? Insista Melissa. Crépitement des flammes, bruit structurel, sirène d'urgence. Richard se dirigea vers l'équipement et appuya sur un bouton. Le sous-sol se remplit du son du bois qui se fend et du métal qui gémit, le chant funèbre d'un bâtiment succombant au feu. Nous simulons également d'autres scénarios d'urgence. Des effractions, par exemple. Il appuya sur un autre bouton et le sang de Jake se glaça. Les haut-parleurs diffusèrent des sons qui étaient indubitablement humains. Des cris, des bruits de pas lourds, des portes qui claquent, et en dessous de tout cela, la voix d'une femme appelant à l'aide, en détresse. C'est la voix de Ruth, dit Richard d'un ton factuel, notant leur réaction. Je l'ai enregistrée lors d'une de nos sessions d'entraînement. Le réalisme est crucial pour une préparation efficace. Melissa avait cessé de prendre des notes. Monsieur Brennan, vous avez enregistré votre femme simulant la détresse. Simulant d'être menacée ? Oui. Les enfants doivent apprendre à suivre le protocole même lorsqu'ils entendent leur mère en danger apparent. Le ton de Richard restait clinique, comme s'il discutait de la météo plutôt que de conditionnement psychologique. Dans une véritable effraction, les criminels utilisent souvent la voix des membres de la famille pour attirer les enfants hors de leur cachette. Notre entraînement les prépare à résister à cette manipulation. Jake sentit ses mains se serrer en poing. Le souvenir des mots de Félix résonnait dans son esprit, même si on entendait des cris. C'était ce que le garçon avait voulu dire. Pas des cris accidentels de victimes d'incendie, mais une torture auditive délibérée conçue pour tester la capacité d'un enfant à rester caché tout en croyant que sa mère était blessée. À quelle fréquence menez-vous ces exercices ?
demanda Mélissa, son masque professionnel se fissurant légèrement. Entraînement hebdomadaire à la sécurité incendie, scénario mensuel d'effraction, exercice de survie prolongé trimestriel, récita Richard comme un programme de cours. La cohérence est la clé pour construire la mémoire musculaire et la résilience émotionnelle. Exercice de survie prolongé. Richard les conduisit à une autre section du sous-sol où Jake vit ce qui semblait être une petite pièce sans fenêtre avec des murs épais et une porte lourde. Simulation de pièces de sûreté. Les enfants s'entraînent à rester silencieux et calmes dans des espaces confinés pendant de longues périodes. Parfois avec des distractions audio, parfois dans l'obscurité totale. Jake fixa la pièce sans fenêtre, imaginant Félix et Ivy enfermés à l'intérieur pendant que des haut-parleurs diffusaient les sons des cris de leur mère appelant à l'aide. L'image le rendit physiquement malade. « Monsieur Brennan, dit-il, sa voix tendue de colère contenue. Combien de temps gardez-vous les enfants là-dedans ? Cela varie en fonction de l'objectif de l'entraînement. Généralement de 2 à 4 heures pour les exercices de base, jusqu'à 8 heures pour l'entraînement d'endurance prolongée. » Richard parlait avec le professionnalisme détaché de quelqu'un discutant de programmes d'entraînement. Ils ont tous les deux atteint des sessions de 12 heures sans enfreindre le protocole. 12 heures. Jake essaya d'imaginer Félix et Ivy, 7 ans, enfermés dans cette pièce sans fenêtre pendant une demi-journée pendant que l'équipement audio les bombardait de violences simulées et des cris enregistrés de leur mère. La pensée lui donna envie de frapper le visage calme et raisonnable de Richard. « Et Ruth approuve ces méthodes ?» demanda Mélissa. Pour la première fois, le sang-froid de Richard vacilla légèrement. Ruth en comprend la nécessité, bien qu'elle trouve parfois l'entraînement émotionnellement difficile à observer. Elle a dû apprendre à faire confiance à mon expertise en matière de sécurité. La façon dont il le dit, a dû apprendre à faire confiance, envoya un autre frisson dans le dos de Jake. Cela sonnait moins comme un partenariat et plus comme un conditionnement. « Pouvons-nous voir les vraies chambres des enfants ?» demanda Mélissa. Richard les ramena à l'étage, passant devant les dégâts du feu et dans la partie non endommagée de la maison. La chambre de Félix et Ivy était exactement comme Jake s'en souvenait de la nuit de l'incendie, sauf que maintenant il remarquait des détails que la fumée et l'obscurité avaient cachés. La fenêtre était équipée d'une échelle de corde, mais aussi de barreaux intérieurs qui ne pouvaient être déverrouillés que de l'extérieur. Le coffre à jouets contenait non seulement des peluches et des jeux, mais aussi des fournitures d'urgence, bouteilles d'eau, barres énergétiques, une radio à piles. Le plus troublant de tout étaient les graphiques affichés sur le mur à côté de chaque lit. Ils ressemblaient à des évaluations de performance militaire, suivant les progrès des enfants dans diverses compétences. Temps de réponse aux signaux d'urgence, durée de la dissimulation silencieuse, précision dans le suivi des procédures d'évacuation. Le graphique de Félix montrait des scores constamment plus élevés que ceux d'Ivy, avec des notes de l'écriture soignée de Richard, Félix 4 minutes 23 secondes de réponse à la fumée. Excellent. Ivy 6 minutes 12 secondes, besoin d'amélioration du temps de réaction initiale. Vous notez leur performance ? demanda Jake, sa voix à peine contrôlée. L'évaluation est cruciale pour l'amélioration, répondit Richard. Comment saurait-il autrement s'ils sont adéquatement préparés ? Il désigna un autocollant en forme d'étoile dorée à côté des derniers scores de Félix. Renforcement positif pour avoir atteint les objectifs d'entraînement. Jake fixa les graphiques, pensant au mur de la chambre de sa propre fille, qui était couvert de dessins, de photos et de rubans de participation des activités scolaires. Ces murs ressemblaient à une caserne militaire, entièrement axée sur la survie et la performance plutôt que sur la joie ou la créativité de l'enfance. « Où sont Félix et Ivy maintenant ?» demanda Mélissa. « À l'école. Je crois que le maintien de la routine est important pour leur stabilité psychologique. » Richard vérifia sa montre. « Ils seront à la maison dans environ 2 heures. Vous êtes les bienvenus pour observer notre session d'entraînement de l'après-midi si vous le souhaitez. » L'offre décontractée était d'une certaine manière la chose la plus glaçante jusqu'à présent. Richard croyait sincèrement que ce qu'il faisait était non seulement acceptable mais admirable. Il se voyait comme un parent responsable préparant ses enfants à un monde dangereux, pas comme quelqu'un les traumatisant systématiquement par une guerre psychologique. « Ce ne sera pas nécessaire aujourd'hui, » dit rapidement Mélissa. « Je pense que j'en ai assez vu. » Alors qu'il se préparait à partir, Jake se sentit attiré de nouveau par le sous-sol, fixant la pièce de sûreté et l'équipement audio qui avait été utilisé pour tourmenter 2 jeunes enfants au nom de la préparation. Quelque chose le taraudait, un détail qui ne cadrait pas avec le reste de l'approche méthodique de Richard en matière de formation d'urgence.
Monsieur Brennan, lança-t-il. Puis-je vous interroger sur votre parcours? Vous avez de toute évidence une connaissance approfondie des protocoles de sécurité. Richard s'arrêta en haut des escaliers du sous-sol. Contractant militaire spécialisé dans l'évaluation des menaces et les protocoles de protection civile. J'ai vu ce qui arrive aux familles non préparées dans les situations de crise. Sa voix prit un ton plus dur. Je ne laisserai pas cela arriver à mes enfants. Quel genre de menace? Insista Jake. Y a-t-il quelque chose de spécifique pour lequel vous les préparez? La question resta en suspens, et pendant un instant, le masque de Richard glissa complètement. Jake vit quelque chose de brut et de désespéré dans les yeux de l'homme. Pas la confiance calme d'un expert en sécurité, mais le regard hanté de quelqu'un qui fuit quelque chose. Le monde est plein de menaces, lieutenant Morrison. Violence aléatoire, catastrophe naturelle, défaillance du système qui laisse les familles bloquées et vulnérables. La voix de Richard avait perdu son ton clinique, devenant urgente, presque suppliante. La plupart des parents vivent dans le déni, supposant que quelqu'un d'autre protégera leurs enfants lorsque la crise frappera. Je refuse d'être aussi naïf. Mais vous comprenez sûrement qu'il y a une différence entre la préparation et le traumatisme, intervint Melissa. Ces enfants ont 7 ans. L'impact psychologique de mes méthodes d'entraînement les maintiendra en vie, la coupa Richard, son sang-froid revenant comme un bouclier se remettant en place. Quand Félix a sauvé la vie de sa sœur en utilisant les techniques que je lui ai apprises, ce n'était pas un traumatisme. C'était une préparation réussie. Ils quittèrent la maison dans un silence tendu, passant devant les fenêtres noircies et l'odeur persistante de fumée. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent la voiture de Melissa que Jake s'autorisa à parler. « Cet homme abuse systématiquement de ses enfants, dit-il, sa voix tremblante de rage contenue. « Je sais, répondit doucement Melissa. Mais le prouver légalement est une autre affaire. Tout ce qu'il fait pourrait être défendu comme une parentalité non conventionnelle. Trop zélé peut-être, mais pas nécessairement criminel. Enfermer des enfants de 7 ans dans une pièce sans fenêtre pendant 12 heures en leur faisant écouter des enregistrements de leur mère en train de crier n'est pas criminel. Pas s'il n'y a pas de préjudice physique et s'il peut arguer que cela sert un objectif éducatif légitime. » Melissa se frotta les tempes, paraissant plus âgée que ses 41 ans. Les tribunaux de la famille hésitent à retirer des enfants de foyers où les parents prétendent agir dans leur meilleur intérêt, surtout lorsque les enfants semblent physiquement en bonne santé et bien soignés. Jake regarda de nouveau la maison, pensant à Félix et Ivy assis dans des salles de classe en ce moment même, essayant de se concentrer sur les mathématiques et la lecture tout en portant le poids de la session d'entraînement de la nuit précédente sur leur petit corps. Dans quelques heures, ils franchiraient cette porte d'entrée et se soumettraient à toute nouvelle torture psychologique que Richard aurait conçue pour tester leur préparation. « Et Ruth, demanda-t-il. Que dit-elle de tout ça? »« Je la rencontre cet après-midi, dit Melissa. »« Mais Jake ?» Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Les méthodes de Richard sont peut-être extrêmes, mais les enfants ont survécu à cet incendie. Les connaissances de Félix leur ont sauvé la vie à tous les deux. Il sera très difficile de soutenir que son entraînement est nuisible alors qu'il a littéralement empêché leur mort. Alors qu'il s'éloignait de Maple Street, Jake se surprit à penser à la différence entre survivre et vivre. Félix et Ivy avaient survécu à l'incendie, oui, mais à quel prix? Ils se déplaçaient dans le monde comme de minuscules soldats, hypervigilants et émotionnellement blindés, préparés à des catastrophes qui ne surviendraient peut-être jamais, tout en passant à côté des joies simples de l'enfance. Son téléphone vibra avec un message texte. Il jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son sang se glacer. Le message provenait d'un numéro inconnu, mais les mots étaient clairs. « Cessez d'interférer avec la sécurité de ma famille, lieutenant Morrison. Certaines leçons sont plus importantes que le confort. » Jake montra le message à Melissa, qui s'arrêta immédiatement pour le signaler à la police. Mais pendant qu'ils attendaient l'arrivée des agents, Jake ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils avaient franchi une ligne aujourd'hui. Pas seulement dans leur enquête, mais dans la perception de Richard Brennan des menaces acceptables à son contrôle. Quelque part en ville, Félix et Ivy étaient assis dans des salles de classe de CE1, ignorant que leur beau-père venait de passer du conditionnement psychologique à l'intimidation directe. Et ce soir, lorsqu'ils rentreraient chez eux pour leur prochaine session d'entraînement, Jake avait le pressentiment que les leçons de Richard allaient devenir encore plus intensives. L'architecture de la peur que Richard avait construite autour de ses enfants ne visait pas seulement à les préparer à des menaces extérieures. Il s'agissait de maintenir un contrôle absolu par l'élimination systématique de l'espoir,
de la confiance et de la croyance fondamentale que les adultes existaient pour protéger plutôt que pour tester. Et Jake commençait à comprendre que la véritable urgence à laquelle Félix et Ivy devaient survivre n'était pas un incendie de maison ou une effraction. C'était leur propre maison. Ruth Carmichael paraissait plus petite que son lit d'hôpital. Ses cheveux au burn s'étalaient sur l'oreiller comme des feuilles d'automne sur de la neige fraîche. La canule d'oxygène sous son nez et la perfusion intraveineuse connectée à son bras gauche étaient les seuls signes qu'elle avait survécu à l'un des pires incendies de maison qu'Akron ait connu depuis des années. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention de Melissa Torres. Grand, alerte, et se tournant constamment vers la porte comme si elle s'attendait à voir quelqu'un entrer d'un moment à l'autre. « Madame Carmichael, dit doucement Melissa en s'asseyant sur la chaise au chevet du lit. Voulez-vous parler de Félix et d'Ivy ?» Les mains de Ruth se portèrent immédiatement à la couverture, la serrant contre sa poitrine dans un geste qui témoignait d'une autoprotection rodée. « Vont-ils bien ? Richard a dit qu'ils allaient bien, mais je ne les ai pas vus depuis. » Sa voix s'éteignit, à peine plus qu'un murmure. « Ils sont en bonne santé physique, » l'assura Melissa. « Mais j'ai des inquiétudes concernant leur bien-être émotionnel. J'ai visité votre maison hier avec le lieutenant Morrison, le pompier qui les a secourus. Richard nous a montré son installation d'entraînement au sous-sol. » Le changement dans l'expression de Ruth fut immédiat et dévastateur. La couleur quitta son visage et sa respiration devint superficielle et rapide. « Il vous a montré le sous-sol ? La fausse chambre, l'équipement audio, la pièce de sûreté ? Ruth, je dois vous demander directement. Êtes-vous au courant de ce que Richard fait subir à Félix et Ivy pendant ces sessions d'entraînement ?» Les yeux de Ruth s'emplirent de larmes, mais elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle tourna son visage vers la fenêtre, loin du regard de Melissa. Le silence s'étira entre eux, lourd de vérité tacite. « Ruth, dit doucement Melissa. Votre voix est sur ces enregistrements, ce que Richard passe pendant que les enfants sont enfermés dans la pièce de sûreté. Pouvez-vous m'en parler ?» Un sanglot s'échappa de la gorge de Ruth, rauque et brisée. Il a dit que c'était nécessaire, que s'il pouvait résister à venir m'aider quand il pensait que j'étais en danger, il pourrait résister à quiconque essaierait de les attirer hors de leur cachette. Sa voix se brisa. Je ne voulais pas le faire, mais il a dit que si je n'aidais pas à l'entraînement, quelque chose de terrible pourrait leur arriver, et que ce serait de ma faute. Melissa se pencha en avant, le cœur brisé pour cette femme qui avait été clairement aussi victimisée que ses enfants. Ruth, quand l'entraînement a-t-il commencé ? Juste après notre mariage, il y a environ 2 ans. Les mots de Ruth sortirent en un flot maintenant, comme si un barrage avait enfin cédé. Au début, cela semblait raisonnable. La sécurité incendie, la préparation de base aux urgences. Richard disait que la plupart des parents étaient négligents quant à la protection de leurs enfants. Elle s'essuya les yeux avec une main tremblante. Mais ensuite, c'est devenu plus intense. Des sessions plus longues, des scénarios plus effrayants. Les enfants ont commencé à faire des cauchemars, mais Richard disait que c'était juste leur esprit qui traitait l'entraînement. Avez-vous essayé de l'arrêter ? Le rire de Ruth était amer et creux. Vous ne comprenez pas Richard. Il ne se dispute pas ou ne se met pas en colère quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. Il explique simplement, calmement, logiquement pourquoi vous avez tort et pourquoi sa manière est la seule qui garde tout le monde en sécurité. Elle se retourna pour faire face à Melissa, les yeux rougis mais déterminés. Il m'a montré des statistiques sur les taux d'enlèvement d'enfants, les décès lors d'effractions, les morts par incendie. Il m'a fait regarder des reportages sur des familles qui sont mortes parce qu'elles n'étaient pas préparées. Au bout d'un moment, j'ai commencé à croire que le problème, c'était peut-être moi. Que j'étais peut-être trop douce, trop émotive pour voir ce qui était vraiment nécessaire. Melissa reconnut le schéma, la manipulation psychologique classique, la déconstruction systématique de la confiance et du jugement d'une victime jusqu'à ce qu'elle accepte un comportement de plus en plus extrême comme normal, voire nécessaire. Ruth, la nuit de l'incendie, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Les mains de Ruth se mirent à trembler. Je me suis réveillée à cause de la fumée dans la chambre. Richard était déjà réveillé, en train de s'habiller. J'ai demandé si nous devions aller chercher les enfants, mais il a dit non. Sa voix tomba à un murmure. Il a dit que c'était leur chance de prouver que l'entraînement fonctionnait. Que si nous intervenions, nous leur volerions l'opportunité d'utiliser leurs compétences dans une véritable urgence. Les mots frappèrent Melissa comme un coup de poing. Il voulait laisser Félix et Ivy dans la maison en feu ? Il a dit que c'était un test, que s'ils suivaient le protocole, ils iraient bien.
Et s'il ne le faisait pas? La voix de Ruth se brisa complètement. Il a dit que cela nous indiquerait que l'entraînement devait être plus intensif. Mélissa fixa cette femme brisée, essayant de mesurer l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Richard Brennan avait été prêt à utiliser ces beaux enfants comme sujet de test dans une expérience potentiellement mortelle, traitant leur vie comme des points de données dans son programme de peur tordue. « Ruth, je veux que vous compreniez quelque chose », dit Mélissa d'urgence. Ce que Richard a fait à Félix et Ivy n'est pas de l'entraînement. C'est de la maltraitance psychologique systématique. Ces enfants ont été traumatisés au nom de la préparation. Mais ils ont survécu, dit faiblement Ruth, comme pour se convaincre elle-même plus que Mélissa. Félix a sauvé Ivy en utilisant les techniques que Richard lui a apprises. Est-ce que ça ne prouve pas? Ça prouve que les enfants sont incroyablement résilients et ingénieux quand il le faut, interrompit Mélissa. Mais ça ne justifie pas ce qu'on leur a fait. Ruth, ces enfants montrent des signes de traumatisme complexe. Ils sont hypervigilants, émotionnellement engourdis, et conditionnés à prioriser la performance sur leur propre bien-être. Ce n'est pas de la préparation. C'est du conditionnement systématique. Ruth pleurait ouvertement maintenant, des années de culpabilité et d'horreur refoulées trouvant enfin une libération. Je savais que c'était mal. Au fond de moi, je le savais. Mais Richard était si sûr, si confiant. Et quand l'entraînement a fonctionné, quand Félix a sauvé Ivy, j'ai pensé que j'avais peut-être eu tort de douter de lui. Un coup à la porte les interrompit. Les deux femmes levèrent les yeux pour voir Jake Morrison debout dans l'embrasure, l'expression sombre. « Je suis désolé d'interrompre, » dit-il. « Mais je pensais que vous devriez savoir. Félix et Ivy ne sont jamais arrivés à l'école aujourd'hui. » Le visage de Ruth devint blanc. « Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai vérifié auprès de l'école primaire après la menace de Richard hier. Les enfants ont été marqués absents, mais personne n'a prévenu. Quand je suis passé à la maison, la voiture de Richard avait disparu. La mâchoire de Jake était serrée de colère contenue. Je pense qu'il les a emmenés quelque part. » Mélissa attrapait déjà son téléphone, lançant une alerte pour le véhicule de Richard, lorsque Ruth lui saisit le bras avec une force surprenante. « Je sais où il les a emmenés, » dit-elle d'une voix urgente. Richard a un chalet à environ 1 heure au nord d'ici. Il l'a acheté l'année dernière, a dit que c'était pour un entraînement de survie avancé, loin des distractions de la civilisation. Sa poigne se resserra. C'est complètement isolé. Pas de voisins, pas de service téléphonique. Il a toujours dit que ce serait l'endroit parfait pour des exercices de conditionnement prolongé. Le sang de Jake se glaça. L'idée de Félix et Ivy seuls avec Richard dans un endroit isolé, après que l'homme ait été défié et menacé d'une enquête, peignait une image terrifiante de ce qui pourrait leur arriver en ce moment même. « Ruth, j'ai besoin de l'adresse », dit Mélissa, déjà en coordination avec les forces de l'ordre via son téléphone. Alors que Ruth donnait les indications pour le chalet, Jake se souvint de la description factuelle de Félix des sessions d'entraînement de 12 heures, du silence exercé d'Ivy, et des fiches de performance qui notaient leur réponse à la torture psychologique. Si Richard se sentait acculé, s'il croyait que son contrôle lui échappait, que serait-il prêt à faire pour prouver que ces méthodes étaient nécessaires? « Il y a autre chose, » dit Ruth doucement, sa voix à peine audible. Richard est devenu plus paranoïaque dernièrement. Il n'arrête pas de dire que le système ne comprend pas la vraie protection. Que les travailleurs sociaux et les fonctionnaires sont des menaces pour la sécurité de la famille. Elle regarda directement Jake. Il est particulièrement en colère contre les pompiers qui remettent en question ses méthodes. Il vous voit comme une menace particulière à son autorité. Les pièces du puzzle se mettaient en place, peignant une image qui serra la poitrine de Jake de peur. Richard n'avait pas seulement emmené les enfants pour éviter un examen minutieux. Il les avait emmenés pour prouver quelque chose, pour démontrer une fois pour toutes que ces méthodes n'étaient pas seulement justifiées, mais essentielles. « Nous devons y aller maintenant, » dit Jake. Mais Mélissa secouait déjà la tête. Cela doit passer par les canaux officiels. Les forces de l'ordre se coordonnent avec le bureau du shérif du comté. Ils sont formés pour ce genre de situation. Ces enfants n'ont pas le temps pour les canaux officiels, rétorqua Jake. Vous avez entendu Ruth. Il utilise ça comme une sorte d'examen final. Qui sait ce qu'il leur fait subir en ce moment? Ruth lutta pour s'asseoir dans son lit d'hôpital, le visage pâle mais déterminé. Le lieutenant Morrison a raison. Richard ne se contente pas d'entraîner les enfants, il les teste. Et quand il se sent menacé ou défié, les tests deviennent plus extrêmes. Sa voix se brisa.
Le mois dernier, quand j'ai remis en question l'une de ses méthodes, il les a enfermés dans la pièce de sûreté pendant 18 heures sans nourriture ni eau. Il a dit que je l'avais forcé à intensifier l'entraînement parce que mes doutes avaient compromis leur conditionnement. 18 heures. Jake essaya d'imaginer Félix et Ivy enfermés dans cette pièce sans fenêtre pendant près d'une journée entière, écoutant des enregistrements de la détresse de leur mère pendant que leur beau-père chronométrait leur endurance. L'image lui donna envie de frapper le mur. « J'y vais », dit-il d'un ton sec. « Jake, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas des forces de l'ordre. Et si Richard est aussi instable que nous le pensons, alors ces enfants ont besoin de quelqu'un qui comprend ce qu'ils ont traversé. » La voix de Jake était calme mais dure. Quelqu'un qui ne les verra pas comme des preuves, des obstacles ou des sujets d'entraînement. Quelqu'un qui les voit comme des enfants qui ont besoin d'être protégés. Melissa étudia son visage, reconnaissant le regard d'un homme qui avait pris une décision irrévocable. « Si vous y allez, je viens avec vous. Ce n'est pas votre travail. Ces enfants sont ma responsabilité, dit fermement Melissa. Et Ruth a raison. Richard a intensifié à chaque fois qu'il s'est senti défié. Avec la mobilisation des forces de l'ordre, il va se sentir acculé. Il pourrait faire quelque chose de désespéré. » Ruth tendit la main, saisissant leurs deux mains avec une force surprenante. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. Ramenez mes bébés à la maison. Je sais que je les ai laissés tomber. Je sais que j'aurais dû les protéger de la folie de Richard, mais s'il vous plaît, ne les laissez pas payer pour ma faiblesse. » Alors qu'il se préparait à partir, Jake se surprit à penser de nouveau à Lucie. Pas à la maison en feu qu'il avait emportée, mais aux histoires du soir, aux joyeuses parties de cache-cache, à la joie simple qu'elle trouvait à être une enfant. Félix et Ivy avaient été privés de cette joie. Conditionnés à voir le monde comme une série sans fin de menaces et de tests. Mais peut-être n'était-il pas trop tard. Peut-être que s'ils pouvaient atteindre le chalet à temps, ces enfants pourraient encore apprendre ce que c'était que d'être protégés au lieu d'être testés, aimés au lieu d'être évalués, en sécurité au lieu d'être constamment préparés au désastre. Le trajet vers le nord les mena à travers un paysage de plus en plus rural, passant devant des fermes et des forêts qui auraient dû être paisibles mais qui semblaient inquiétantes dans les circonstances. Melissa se coordonnait avec les forces de l'ordre via sa radio, tandis que Jake poussait son camion aussi vite qu'il l'osait sur les routes de campagne sinueuses. « État du bureau du shérif ?» demanda Jake. « 20 minutes derrière nous, répondit Melissa. Ils voulaient qu'on attende, mais je leur ai dit que nous y allions en tant que liaison des services sociaux et des pompiers. » Elle le regarda de côté. « Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ces enfants ont subi assez de procédures officielles. Ils trouvèrent le chalet exactement comme Ruth l'avait décrit, une petite structure isolée au cœur des bois, reliée à la route principale par un étroit chemin de terre qui devenait probablement impraticable en hiver. La berline de Richard était garée à l'extérieur, mais il n'y avait aucun signe de mouvement à l'intérieur du bâtiment. Pas de lumière, observa Jake en étudiant le chalet à travers des jumelles. Mais il n'est que 16 heures. Peut-être qu'ils sont dans une pièce à l'arrière. Oh! Melissa laissa sa phrase en suspens, ne voulant pas exprimer les possibilités plus sombres. Ils s'approchèrent prudemment, restant à l'écart du chemin principal et utilisant les arbres pour se couvrir. En se rapprochant, Jake put voir que le chalet était plus grand qu'il n'y paraissait de la route, une structure principale avec ce qui ressemblait à une extension ou un atelier attenant à l'arrière. C'est alors qu'ils l'entendirent. La voix d'un enfant, faible et effrayé, à peine audible à travers les murs de bois. « Richard, s'il te plaît. Ivy a vraiment peur. On peut faire une pause dans la leçon, Félix ?» Le cœur de Jake se serra en reconnaissant la voix du garçon, dépouillé de son sang-froid habituel et révélant l'enfant terrifié en dessous. « La peur n'est qu'une information, Félix. » La voix de Richard était calme, clinique. « La leçon continue jusqu'à ce que vous démontriez tous les deux le protocole approprié. La réaction émotionnelle d'Ivy suggère un conditionnement insuffisant. Mais elle n'a que 7 ans. » La voix de Félix se brisa. « Elle fait de son mieux. Le mieux n'est pas suffisant quand des vies sont en jeu. Reprenez vos positions. Nous allons relancer le scénario. » Jake et Melissa échangèrent un regard d'horreur. Quoi qu'il se passe à l'intérieur de ce chalet, c'était de la torture active déguisée en entraînement. Et cela se passait en ce moment même, pendant que 2 jeunes enfants enduraient le cauchemar que Richard avait conçu comme leur examen final. « On ne peut pas attendre les renforts, » murmura Jake. Melissa hocha la tête, son sang-froid professionnel se fissurant pour révéler une fureur maternelle brute. « Ces enfants ont été assez testés.
Alors qu'il se préparait à s'approcher du chalet, Jake se surprit à penser à tous les incendies qu'il avait combattus, à toutes les urgences auxquelles il avait répondu, à toutes les personnes qu'il avait sauvées et échoué à sauver. Mais cela semblait différent. Il ne s'agissait pas de répondre à une catastrophe. Il s'agissait de la prévenir. Il s'agissait de sauver 2 enfants de la personne qui était censée les protéger, avant que la version tordue de l'amour de Richard Brennan ne détruise toute innocence qu'il leur restait. Au loin, Jake pouvait entendre le faible son des sirènes alors que les forces de l'ordre s'approchaient enfin par les routes de campagne sinueuses. Mais Félix et Ivy ne pouvaient pas attendre un sauvetage officiel. Ils avaient attendu toute leur vie que quelqu'un place leurs besoins au-dessus de la procédure, leur bien-être au-dessus de la préparation. Aujourd'hui, enfin, quelqu'un le ferait. Le silence qui suivit le dernier ordre de Richard était plus terrifiant que n'importe quel son que Jake Morrison avait jamais entendu en 15 ans d'intervention d'urgence. Il se pressa contre le revêtement de bois brut du chalet, Melissa à ses côtés, tous deux tendant l'oreille pour entendre ce qui se passait à l'intérieur. L'air d'automne portait l'odeur des feuilles mortes et de la fumée d'une cheminée lointaine, des odeurs paisibles qui semblaient obscènes dans le contexte de ce qu'il savait se dérouler à quelques mètres de là. « Reprenez vos positions. » La voix de Richard se fit de nouveau entendre, conservant ce détachement clinique qui donnait la chair de poule à Jake. Félix, retourne à la position de cachette alpha. Ivy, position bêta. Rappelez-vous, silence absolu jusqu'au signal de fin d'alerte. Peu importe ce que vous entendez. Jake se glissa vers la fenêtre la plus proche, jetant un œil à travers une fente dans les rideaux. Ce qu'il vit lui glaça le sang. L'intérieur du chalet avait été aménagé comme une version plus grande de la salle d'entraînement du sous-sol, mais cette installation était différente, plus élaborée, plus terrifiante. Félix et Ivy étaient accroupis dans des coins opposés de la pièce principale, Félix derrière une table renversée, Ivy pressée dans ce qui semblait être un placard de fortune. Entre eux, Richard se tenait avec une télécommande dans une main et un chronomètre dans l'autre. Mais c'était l'équipement dispersé dans la pièce qui retourna l'estomac de Jake. Des haut-parleurs audio étaient positionnés à divers endroits, ainsi que ce qui ressemblait à des machines à fumer et plusieurs appareils que Jake ne put identifier immédiatement. Ce n'était pas juste une autre session d'entraînement. C'était le chef-d'œuvre de Richard, sa validation ultime de tout ce qu'il avait fait subir à ses enfants. Initiation du scénario dans 3, 2, 1, annonça Richard en appuyant sur des boutons de sa télécommande. Le chalet se remplit de sons. Pas seulement l'audio-défraction que Jake avait entendue dans le sous-sol, mais quelque chose de bien pire. C'était la voix de Ruth, mais pas les appels à l'aide contrôlés des enregistrements d'entraînement. C'était une terreur brute, authentique, hurlant à l'aide avec une agonie qui ne pouvait provenir que d'une douleur réelle. Félix sursauta comme s'il avait été physiquement frappé, son petit corps tremblant alors que les cris de sa mère emplissaient l'air autour de lui. Jake pouvait voir la lutte interne du garçon, chaque instinct lui disant de courir pour aider, tandis que des années de conditionnement exigeaient qu'il reste caché. De l'autre côté de la pièce, Ivy s'était tellement enfoncée dans le coin qu'elle semblait essayer de disparaître complètement, ses mains plaquées sur ses oreilles. « Réaction émotionnelle détectée », dit Richard, sa voix portant par-dessus l'audio horrible. « Ivy, retire tes mains de tes oreilles. Félix, contrôle ta respiration. Ce sont des distractions conçues pour compromettre vos protocoles de survie. » Mais Félix était au-delà du contrôle de sa respiration. Jake regarda le garçon de 7 ans commencer à hyperventiler, son conditionnement se fissurant finalement sous le poids d'entendre la torture apparente de sa mère. « Arrête ça », murmura Félix, puis plus fort, « arrête ça, s'il te plaît. » « Violation du protocole », annonça Richard en prenant une note sur un presse-papier. « Ivy, la crise émotionnelle de ton frère augmente le danger pour ta position. Maintiens le silence quelles que soient ses actions. » C'est alors que Jake vit quelque chose qui le décida. De la fumée commença à s'échapper des machines que Richard avait positionnées autour de la pièce. Pas le brouillard théâtral inoffensif auquel il s'attendait, mais une fumée épaisse et âcre qui fit immédiatement tousser les 2 enfants. Ce n'était plus une simulation. Richard était passé à un danger réel, remplissant un espace confiné de fumée alors que 2 jeunes enfants étaient piégés dans des positions de cachette qu'on leur avait appris à ne jamais abandonner. « Melissa », murmura Jake d'urgence. « Il les enfume pour de vrai. Ce n'est pas de l'entraînement. Il va les blesser. » À travers la fenêtre, il pouvait voir Félix lutter avec la décision la plus impossible qu'un enfant devrait jamais affronter, abandonner son conditionnement pour se sauver lui-même et sa sœur, ou suivre les règles pendant qu'ils suffoquaient potentiellement tous les 2.
Le choix fut fait pour lui quand Ivy commença à s'étouffer violemment, son petit corps secoué de quintes de toux alors que la fumée s'épaississait autour de sa cachette. Le conditionnement de Félix se brisa comme du verre. Ivy. Il abandonna sa position, se précipitant à travers la pièce vers sa sœur. Richard, elle ne peut pas respirer. La fumée est trop épaisse. Retourne à ta position, ordonna Richard, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Une note d'incertitude, comme si le défi de Félix avait perturbé un scénario qu'il comptait suivre parfaitement. Non. La voix de Félix se brisa d'une émotion que Jake n'avait jamais entendue chez le garçon auparavant. Une terreur pure, non filtrée, de l'amour et un courage désespéré. Je me fiche de tes stupides règles. Ivy a besoin d'aide. Jake en avait assez entendu. Il fit un signe de tête à Melissa et ils se dirigèrent vers la porte d'entrée du chalet. Elle était déverrouillée. La confiance de Richard en l'isolement l'avait rendu négligent. Ou peut-être avait-il voulu s'assurer que sa leçon ne pouvait être interrompue que par les enfants brisant leur conditionnement. Ils firent irruption par la porte simultanément, Jake se dirigeant droit vers les machines à fumer tandis que Melissa se déplaçait vers les enfants. La scène à l'intérieur était encore pire que ce que Jake avait imaginé. La fumée était si épaisse qu'il était difficile de voir, et les deux enfants toussaient violemment pendant que Richard se tenait au centre de tout cela, tel un chef d'orchestre dément orchestrant une symphonie de traumatisme. « Arrêtez les machines !» cria Jake. Mais Richard fut plus rapide que prévu. L'homme se tourna vers eux, le visage un masque de fureur froide. « Vous n'avez aucun droit d'interférer avec l'entraînement de sécurité de ma famille, » dit Richard, sa voix conservant ce calme clinique malgré le chaos qui l'entourait. Ces enfants doivent apprendre à fonctionner dans des conditions de stress extrême. Ils ont 7 ans, hurla Melissa, atteignant Félix et Ivy et les tirant vers un air plus pur près de la porte. Ce n'est pas de l'entraînement. C'est de la torture. Jake trouva les commandes des machines à fumer et commença à les éteindre. Mais Richard se déplaça pour le bloquer. Vous ne comprenez pas les réalités des situations d'urgence, dit Richard, son sang-froid se fissurant enfin pour révéler le désespoir en dessous. Quand la catastrophe frappera, ces enfants seront préparés grâce à ce que je leur ai appris. Votre interférence pourrait les faire tuer dans une véritable urgence. La seule urgence ici, c'est ce que vous leur avez fait, rétorqua Jake, poussant Richard pour atteindre les commandes audio. Les cris de Ruth remplissaient toujours le chalet, et il pouvait voir la dévastation sur le visage de Félix alors que le garçon réalisait que son beau-père avait utilisé de véritables enregistrements de sa mère en souffrance. « C'est Ruth », murmura Félix, sa voix se brisant. « C'est vraiment Ruth qui pleure. Tu l'as entendu et tu l'as enregistré. » Le masque de Richard glissa entièrement. C'était nécessaire pour un entraînement réaliste. « Ta mère a compris. »« Tu mens !» cria Félix, tout son sang-froid conditionné finalement détruit. « Tu lui as fait du mal et tu nous as fait du mal et tu as appelé ça des leçons. » Le garçon sanglotait maintenant, des années d'émotions refoulées se déversant dans un torrent de chagrin et de rage. « Je déteste tes leçons. Je déteste avoir peur tout le temps. Je déteste devoir être parfait sinon Ivy est punie. » La confession flotta dans l'air enfumé comme une accusation. Jake sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine en réalisant toute l'étendue de ce que Richard avait fait. Pas seulement le traumatisme physique de l'entraînement, mais la manipulation émotionnelle, faisant croire à Félix que sa performance déterminait le bien-être de sa sœur. Ivy, libérée de son silence forcé par la crise émotionnelle de Félix, parla enfin pour la première fois depuis que Jake l'avait rencontré. Sa voix était petite et rauque à cause de la fumée, mais elle porta clairement à travers le chalet. « Je veux ma maman. Je veux rentrer à la maison. » Les mots simples et déchirants d'une fillette de 7 ans à qui on avait refusé le droit d'être une enfant semblèrent frapper Richard comme un coup de poing. Pendant un instant, son visage montra quelque chose qui aurait pu être la reconnaissance de ce qu'il était devenu, de ce qu'il avait fait. Mais le moment passa rapidement, remplacé par une détermination renouvelée. « Vous faites tous une erreur, » dit-il, tendant la main vers ce que Jake réalisa soudainement n'être pas un autre appareil d'entraînement, mais un véritable allume-feu. « Si vous ne me laissez pas les enseigner correctement, alors ils devront apprendre par l'expérience réelle. » La menace était claire. Richard avait l'intention de déclencher un véritable incendie pour forcer Félix et Ivy à utiliser leurs compétences de survie dans des conditions réellement mortelles. Son besoin de prouver ses méthodes l'avait complètement fait basculer au-delà de la raison. Jake se déplaça sans réfléchir, plaquant Richard au sol avant que l'homme ne puisse enflammer quoi que ce soit.
Ils luttèrent brièvement, Richard se débattant avec la force désespérée de quelqu'un dont l'identité entière s'effondrait autour de lui. Mais Jake avait 15 ans d'entraînement physique et une vie d'instinct protecteur le poussant, tandis que Richard n'avait que son besoin obsessionnel d'avoir raison. Melissa, sors les enfants, appela Jake en immobilisant Richard au sol. Mais alors que Melissa rassemblait Félix et Ivy, les guidant vers la porte, Richard fit une dernière tentative désespérée pour maintenir le contrôle. « Vous ne comprenez pas » halta-t-il, sa voix rauque. « J'ai vu ce qui arrive aux familles non préparées. Les choses dont j'ai été témoin, la violence, le chaos. Ces enfants doivent être prêts à tout. Je les protégeais. » Félix s'arrêta à la porte, se retournant pour regarder l'homme qui avait façonné sa jeune vie par la terreur systématique. Quand il parla, sa voix était calme mais ferme, portant une sagesse qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait posséder. « Tu ne nous protégeais pas, Richard, » dit Félix. « Tu nous faisais du mal. La vraie protection, ce n'est pas d'avoir peur tout le temps. » La simple vérité sortie de la bouche d'un enfant sembla dégonfler complètement Richard. Il cessa de lutter, son visage se décomposant, alors que peut-être pour la première fois, il voyait ses actions à travers des yeux innocents et les reconnaissait pour ce qu'elles étaient vraiment. Dehors, le son des sirènes s'intensifiait alors que les forces de l'ordre arrivaient enfin. Jake pouvait entendre des portières de voitures claquer, des voix annonçant des coordonnées et établissant des périmètres. Mais à l'intérieur du chalet enfumé, il n'y avait que le son de 2 enfants respirant librement pour la première fois depuis des années. Et l'homme brisé qui s'était convaincu que le traumatisme était de l'amour. Melissa conduisit Félix et Ivy à sa voiture, les enveloppant dans des couvertures de survie pendant que des ambulanciers les examinaient pour l'inhalation de fumée. Jake observait depuis l'embrasure de la porte du chalet tandis que les adjoints du shérif du comté emmenaient Richard en détention. L'homme n'offrit aucune résistance alors que des menottes remplaçaient les télécommandes qui lui avaient donné le pouvoir sur 2 petites vies. « Est-ce qu'ils vont s'en sortir ?» demanda Jake en rejoignant Melissa près de sa voiture. Félix leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes et de suie, mais paraissant plus léger que Jake ne l'avait jamais vu. « On n'a plus à faire de leçons. »« Plus de leçons » dit fermement Jake. « Plus de tests, plus d'exercices. Plus de peur volontaire. »« Qu'est-ce qu'on fait à la place ?» demanda Ivy, sa voix encore petite, mais se renforçant à chaque mot qu'elle prononçait. Jake s'agenouilla à leur niveau, pensant à sa propre fille et à toutes les expériences d'enfance normales dont ces deux-là avaient été privés. « Vous allez pouvoir être des enfants, » dit-il simplement. « Vous allez pouvoir jouer, rire, faire des erreurs et ne pas vous soucier d'être parfait tout le temps. » Félix considéra cela sérieusement, comme si le concept d'une enfance sans évaluation constante lui était étranger. « Est-ce que quelqu'un veillera toujours sur nous ?»« Oui, » dit Melissa, sa voix épaisse d'émotion. « Mais la vraie sécurité n'exige pas que vous ayez peur. La vraie sécurité vous permet de vous sentir protégé pour que vous puissiez grandir, apprendre et juste être heureux. » Alors que les adjoints du shérif emmenaient Richard, Jake regarda le visage de l'homme et ne vit pas le mal, mais une personne profondément blessée qui avait confondu le contrôle avec la protection, la préparation avec l'amour. Les méthodes de Richard avaient été monstrueuses, mais Jake se demanda ce qui avait brisé l'homme si complètement qu'il avait cru que terroriser des enfants était la même chose que les sauver. La réponse, réalisa Jake, n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que Félix et Ivy auraient la chance de guérir, d'apprendre ce que la sécurité signifiait vraiment, de découvrir qu'être un enfant signifiait être chéri plutôt que testé. Lieutenant Morrison, la voix de Félix était hésitante. « Oui, mon grand. Quand vous nous avez trouvés dans l'incendie, vous avez dit que nous étions courageux. Mais nous n'étions pas vraiment courageux, n'est-ce pas? Nous faisions juste ce que Richard nous avait appris. » Jake regarda ce petit garçon qui avait passé des années à croire que sa valeur se mesurait à sa performance sous pression et sentit son cœur se briser une nouvelle fois. « Félix, tu sais ce que c'est, le vrai courage? C'est ce que tu as fait là-dedans tout à l'heure, quand tu as vu qu'Ivy était en danger et que tu as choisi de l'aider au lieu de suivre les règles. Ce n'était pas de l'entraînement. C'était de l'amour. C'était toi qui choisissais de protéger ta sœur parce que tu le voulais, pas parce que quelqu'un t'y forçait. » Les yeux de Félix s'écarquillèrent, comme si c'était une révélation. « Alors, nous étions courageux? Vous étiez les enfants les plus courageux que j'ai jamais rencontrés, » dit honnêtement Jake. « Et maintenant, vous allez apprendre à être courageux d'une manière différente, en faisant confiance aux adultes qui vous entourent pour vous garder en sécurité, pas pour vous tester. » Alors qu'il se préparait à quitter le chalet et ses horreurs, s'épanouir.
Félix et Ivy avaient survécu à la torture systématique de Richard, mais maintenant ils auraient la chance de faire quelque chose qu'on ne leur avait jamais permis de faire auparavant. Ils auraient la chance de simplement vivre. Le soleil d'octobre se couchait alors qu'ils s'éloignaient du chalet isolé, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or qui rappelaient à Jake l'espoir plutôt que le feu. Sur la banquette arrière, Félix et Ivy étaient assis l'un près de l'autre, mais pour la première fois depuis qu'ils les avaient rencontrés, ils n'étaient pas rigides de tension ou hyper alertes aux menaces potentielles. C'étaient juste deux enfants se penchant l'un contre l'autre pour se réconforter, pendant que les adultes autour d'eux s'occupaient de la tâche compliquée de les garder en sécurité. C'était la chose la plus normale, la plus naturelle du monde. Et pour Félix et Ivy Carmichael, c'était le début de l'apprentissage de ce que l'enfance était censée être. 6 mois plus tard, Jake Morrison se tenait dans l'embrasure de la porte du nouvel appartement de la famille Carmichael, observant Félix tenter d'apprendre à sa sœur à jouer à la marelle. La scène aurait dû être parfaitement ordinaire. Deux enfants un samedi matin ensoleillé, des carrés de craie dessinés sur le trottoir, le son des rires résonnant sur les murs de briques de leur nouveau quartier. Mais pour Jake, qui avait été témoin de la destruction systématique de la capacité de ses enfants à la joie, regarder Félix glousser en chancelant sur un pied était rien de moins qu'un miracle. « Tu n'as pas à atterrir parfaitement à chaque fois, Ivy », disait Félix, sa voix ne portant aucune de l'attention hypervigilante dont Jake se souvenait de ses premiers jours terribles. « C'est censé être amusant, pas un test. » Ivy, ses cheveux sombres captant la lumière du matin, sauta en avant et atterrit délibérément avec les 2 pieds dans un carré, souriant à son frère. « Comme ça ? C'est de la triche », rit Félix, mais il n'y avait aucune anxiété dans sa correction, aucune peur des conséquences de l'imperfection. « Mais ce n'est pas grave. On peut inventer de nouvelles règles si on veut. » Jake sentit une oppression familière dans sa poitrine. Mais cette fois, c'était du soulagement plutôt que de l'angoisse. 6 mois de thérapie intensive, de travail social patient et la détermination farouche de Ruth à reconstruire sa famille avaient transformé ses enfants de petits soldats en quelque chose qu'on ne leur avait jamais permis d'être auparavant, des enfants. « Lieutenant Morrison !» cria Félix en apercevant Jake dans l'embrasure de la porte. « Vous voulez voir le dessin que j'ai fait pour ma maman ? » « J'adorais, » dit Jake en s'asseyant sur les marches de l'immeuble. Le quartier était modeste mais sûr, soigneusement choisi par Melissa Torres pour offrir une stabilité sans isolement, une communauté sans les déclencheurs qui pourraient rappeler aux enfants leur calvaire passé. Félix accourut, tenant un morceau de papier cartonné couvert de dessins au crayon. L'image était encore reconnaissable comme l'œuvre d'un enfant de 7 ans, mais il y avait quelque chose en elle qui parlait de guérison. Une maison avec un soleil jaune vif au-dessus, des bonshommes allumettes se tenant la main, et, chose notable, aucun équipement d'urgence ni aucune voie d'évacuation marquée nulle part. « Ça, c'est moi, Ivy et maman », expliqua Félix en désignant chaque personnage à tour de rôle. « Et ça, c'est vous et mademoiselle Melissa. On fait un pique-nique, mais pas parce qu'on doit s'entraîner à la survie en plein air, juste parce que les pique-niques, c'est sympa. » La distinction entre nécessité et plaisir était une chose avec laquelle Félix avait lutté pendant des mois. Le docteur Amanda Martinez, la psychologue pour enfants qui avait travaillé avec les 2 enfants, avait expliqué qu'apprendre à apprécier les activités pour elles-mêmes plutôt que comme une préparation à la catastrophe était une partie cruciale de leur rétablissement. « C'est magnifique, dit honnêtement Jake. Ta maman va adorer. Elle pleure des larmes de joie maintenant, dit Ivy d'un ton factuel en les rejoignant sur les marches. Sa voix, autrefois piégée dans un silence traumatique, s'était épanouie au cours des derniers mois en un bavardage constant typique d'une enfant de 7 ans. Le docteur Martinez dit que c'est normal. Elle dit que maman apprend aussi à se sentir en sécurité. Par la fenêtre de l'appartement, Jake pouvait voir Ruth s'affairer dans la cuisine. Ses mouvements n'étaient plus les pas prudents et craintifs de quelqu'un s'attendant à des critiques ou à des punitions. Les cicatrices physiques de l'incendie avaient guéri, mais plus important encore, les blessures psychologiques du contrôle systématique de Richard commençaient enfin à se refermer. « Comment va votre maman ?» demanda Jake. « Elle apprend à être bruyante, » dit Félix avec un sourire. « Hier, elle a chanté en préparant le petit déjeuner. Vraiment fort et un peu faux. Richard ne la laissait jamais chanter parce qu'il disait que cela compromettait la conscience situationnelle. » Jake grimaça à la référence désinvolte à leur ancienne vie, mais le docteur Martinez avait encouragé les enfants à parler ouvertement de leurs expériences plutôt qu'à les enfouir. La guérison, avait-elle expliqué, nécessitait de reconnaître ce qui s'était passé tout en construisant de nouvelles associations plus saines avec les activités normales.
Le docteur Martinez dit que nous allons rendre visite à Richard le mois prochain, dit Ivy, sa voix se faisant plus basse. Pas parce que nous devons le faire, mais parce que nous voulons lui dire quelque chose. Que voulez-vous lui dire? Demanda doucement Jake. Félix et Ivy échangèrent un regard. Pas les regards craintifs et calculateurs de leur début, mais la simple communication de frères et sœurs qui se faisaient entièrement confiance. Que nous lui pardonnons, dit sérieusement Félix. Pas parce que ce qu'il a fait était bien, mais parce que le docteur Martinez dit que porter de la colère nous fatigue. Nous ne voulons plus être fatigués. La maturité de cette déclaration, venant d'un enfant pression, fit monter les larmes aux yeux de Jake. Ces enfants ne survivaient pas seulement. Ils choisissaient la guérison plutôt que la haine, la croissance plutôt que la vengeance. Ruth apparut dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains couvertes de farine sur un torchon. 6 mois de liberté du contrôle psychologique de Richard avaient redonné des couleurs à ses joues et de la lumière à ses yeux. Elle était toujours mince, se tenait toujours avec une prudence née du traumatisme, mais il y avait en elle une force maintenant qui parlait de quelqu'un qui avait repris sa vie en main. « Jake », dit-elle chaleureusement. « Tu arrives juste à temps pour les pancakes. » Félix a demandé des pépites de chocolat, et Ivy les veut en forme de papillon. Les pancakes en forme de papillon ne sont pas un petit déjeuner réglementaire, dit Félix avec une expression faussement sérieuse, puis éclata de rire. C'était devenu l'une de ses blagues préférées, faire référence aux règles rigides de Richard pour les contredire immédiatement avec quelque chose de joyeux et de spontané. Alors qu'il s'installait autour de la petite table de la cuisine, Jake s'émerveilla de la différence entre ce rassemblement familial et les repas tendus et performatifs dont il avait été témoin pendant l'enquête. Il n'y avait pas d'évaluation ici, pas de notation du comportement ou de la conformité. Juste une mère et ses enfants savourant le petit déjeuner ensemble, faisant des taches de sirop et se disputant pour savoir si les pépites de chocolat comptaient comme un aliment de petit déjeuner. Mademoiselle Mélissa passe plus tard, dit Ruth en retournant les pancakes avec une aisance de professionnel. Elle veut parler de la procédure judiciaire. Le procès de Richard avait été une affaire complexe impliquant des accusations de mise en danger d'enfants, de maltraitance psychologique et de séquestration illégale. Son équipe de défense avait tenté de faire valoir que ces méthodes, bien qu'extrêmes, avaient été motivées par une préoccupation sincère pour la sécurité des enfants. L'accusation avait répliqué en faisant appel à des experts en psychologie de l'enfant et en traumatologie, dont le docteur Martinez, qui avait témoigné sur la nature systématique de la maltraitance et ses effets à long terme. Finalement, Richard avait été condamné à 5 ans de prison avec un suivi psychologique obligatoire et une ordonnance restrictive permanente l'empêchant de contacter Félix et Ivy sans intervention thérapeutique supervisée. La sentence avait été controversée. Certains la jugeaient trop clémente pour ce qui équivalait à des années de torture systématique, tandis que d'autres soutenaient que le propre traumatisme et les délires de Richard méritaient d'être pris en considération. Pour Jake, le résultat juridique importait moins que ce qu'il voyait autour de cette table de petit déjeuner. Une famille apprenant à exister sans peur. Des enfants découvrant que la sécurité ne nécessitait pas une vigilance constante. Une mère reconstruisant sa confiance en sa capacité à protéger ses enfants par l'amour plutôt que par la préparation au désastre. « Avez-vous peur de revoir Richard ?» demanda Jake aux enfants. Félix considéra la question sérieusement, de la manière dont il abordait la plupart des choses ces jours-ci, avec réflexion, mais sans l'analyse hypervigilante qui avait autrefois caractérisé chacune de ses réponses. « Un peu, Camille. Mais le docteur Martinez sera là, et maman et mademoiselle Mélissa. Et nous ne sommes plus les mêmes enfants que nous étions quand Richard nous faisait du mal. Nous savons des choses maintenant. » Quel genre de choses? L'incita Jake. Que parfois, avoir peur c'est normal, mais avoir peur tout le temps, ça ne l'est pas, dit Ivy, du sirop coulant de son menton. Que les adultes sont censés faire en sorte que les enfants se sentent en sécurité, pas les tester. Que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être aimés. Les yeux de Ruth s'emplirent de larmes, le genre de larmes heureuses qu'Ivy avait mentionné. C'est vrai, mon bébé. Vous n'avez jamais à être parfait. Vous avez juste à être vous. Après le petit déjeuner, pendant que Ruth nettoyait et que les enfants jouaient dans leur chambre, Jake se retrouva debout sur le petit balcon qui donnait sur la cour de l'immeuble. En bas, d'autres familles commençaient leur routine du samedi, des parents poussant des poussettes, des enfants faisant du vélo, des adolescents jouant au basket sur le terrain de jeu. C'était magnifiquement, splendidement ordinaire. C'est différent maintenant, n'est-ce pas? Ruth le rejoignit sur le balcon, portant 2 tasses de café. Qu'est-ce qui est différent? Tout.
La façon dont ils jouent, la façon dont ils dorment, la façon dont ils existent dans le monde. La voix de Ruth était douce, empreinte d'émerveillement. Félix se réveillait chaque matin et commençait immédiatement à évaluer les menaces, à vérifier la météo, à écouter les bruits inhabituels, à s'assurer que nos fournitures d'urgence étaient correctement positionnées. Maintenant, il se réveille en se demandant s'il veut des céréales ou du pain grillé pour le petit déjeuner. Jake sirota son café, pensant au changement profond qu'elle décrivait. Le docteur Martinez dit que le rétablissement ne consiste pas seulement à arrêter les mauvaises choses. Il s'agit d'apprendre ce que la normalité signifie. Normal, répéta Ruth comme pour tester le mot. J'apprends encore ce que cela veut dire. Hier, Ivy a demandé si elle pouvait dormir chez une amie de l'école. Et mon premier instinct a été la panique. Et si quelque chose arrivait? Et s'il n'était pas préparé à une urgence? La voix de Richard était encore dans ma tête, me disant que laisser les enfants être insouciants était de la négligence parentale. Mais Ruth sourit, et Jake put voir la force qui avait survécu à des années de manipulation psychologique. Mais ensuite, je me suis souvenu que le but n'est pas de préparer mes enfants à toutes les catastrophes possibles. Le but est de les laisser être des enfants pendant que je fais mon travail de protectrice. Alors j'ai dit oui pour la soirée pyjama. Et Ivy était si excitée qu'elle n'a pas arrêté d'en parler pendant 3 heures. À travers la porte coulissante, ils pouvaient entendre Félix et Ivy dans leur chambre, engagés dans un jeu élaboré qui impliquait beaucoup de gloussements et ce qui ressemblait à des conversations entre peluches. Le son était de la pure joie enfantine, non marquée par la pensée stratégique et l'évaluation constante qui avaient autrefois caractérisé leur jeu. Jake, dit doucement Ruth, je dois vous remercier encore. Pas seulement pour les avoir sauvés de l'incendie, mais pour avoir vu ce que Richard leur faisait. Beaucoup de gens auraient pu regarder ces méthodes et penser que c'était juste une parentalité non conventionnelle. J'ai eu de l'aide pour y voir clair, admit Jake. Je n'arrêtais pas de penser à ma fille, Lucie, à la façon dont elle abordait le monde avec une telle confiance et curiosité. Félix et Ivy n'avaient pas ça. Ils abordaient tout comme si c'était une menace potentielle. Et maintenant? Jake fit un geste vers le son des rires provenant de la chambre des enfants. Maintenant, ils se disputent pour savoir qui des licornes ou des dragons gagnerait une course. C'est le débat le plus normal, le plus inutile et le plus merveilleux que j'ai jamais entendu. Ruth rit, un son qui était devenu plus fréquent et plus authentique au cours des derniers mois. Félix a insisté hier sur le fait que les dragons gagneraient parce qu'ils ont une meilleure aérodynamique. Ivy a rétorqué que les licornes gagneraient parce qu'elles ont de la magie. Ils ont passé 20 minutes à présenter des preuves pour étayer leur position. Des compétences de pensée critique, observa Jake. Mais appliquées à des scénarios imaginaires au lieu de situations de survie. Exactement. Ils sont toujours intelligents, toujours analytiques, mais maintenant ils utilisent ces compétences pour s'amuser au lieu de juste pour rester en sécurité. Melissa Torres arriva vers midi, portant un dossier de documents juridiques et un sac de fournitures d'art qu'elle avait apporté en cadeau pour les enfants. Au cours des 6 derniers mois, elle était devenue plus que leur assistante sociale. Elle était une amie de confiance de la famille, quelqu'un qui s'était battu à leur côté tout au long du processus juridique et des difficiles premiers jours de rétablissement. « Comment vont mes clients préférés ?» demanda-t-elle en s'installant dans le salon où Félix et Ivy lui montrèrent immédiatement leur dernier dessin. « On a fait une bande dessinée », annonça fièrement Félix. « Ça parle d'un super-héros qui résout les problèmes en parlant aux gens au lieu de se battre. Son super-pouvoir, c'est de faire en sorte que les gens se sentent mieux, ajouta Ivy. Et il a une cape qui change de couleur en fonction des émotions des gens. » Melissa examina la bande dessinée avec un intérêt sincère, notant le passage des œuvres d'art axées sur la survie que les enfants avaient produites lors de leur première session de thérapie à ces histoires créatives et centrées sur les émotions. C'était un autre marqueur de leur guérison, la capacité d'imaginer la résolution de conflits par la communication plutôt que par la préparation à la violence. « J'ai des nouvelles concernant la procédure judiciaire », dit Melissa une fois que les enfants furent retournés dans leur chambre. L'appel de Richard a été rejeté. La peine est maintenue, mais il est éligible à des visites thérapeutiques supervisées si toutes les parties y consentent et si son évaluation psychologique montre des progrès suffisants. Ruth hocha la tête, son expression pensive plutôt que craintive. Les enfants veulent le voir. Le docteur Martinez pense que cela pourrait être utile pour leur permettre de tourner la page. Et honnêtement, je pense qu'ils sont assez forts maintenant pour le gérer. Et vous, demanda Jake. Êtes-vous prête à le revoir ?
Ruth resta silencieuse un long moment, réfléchissant. Il y a 6 mois, j'aurais dit non. J'avais encore si peur de lui, si conditionné à m'en remettre à son jugement sur tout. Mais maintenant, elle fit une pause, rassemblant ses pensées. Maintenant, je réalise que Richard n'était qu'un homme. Un homme abîmé, effrayant, qui a fait des choix terribles, mais juste un homme. Il n'a plus de pouvoir sur nous. La conversation fut interrompue par un fracas provenant de la chambre des enfants, suivi de gloussements immédiats. Au début de leur rétablissement, tout bruit fort aurait mis Félix et Ivy en mode hyper-alerte, leur corps se tendant face à un danger potentiel. Maintenant, le son de quelque chose qui tombe faisait juste partie du chaos normal de l'enfance. « On va bien !» cria Félix avant que quiconque ne puisse demander. On construisait juste une tour très haute et elle est tombée. La physique, c'est difficile, ajouta Ivy, provoquant le rire des adultes. Il y a 6 mois, ils se seraient excusés d'avoir fait du bruit et auraient demandé s'ils avaient des ennuis, observa Ruth. Maintenant, ils reconstruisent simplement la tour et essaient à nouveau. C'était une métaphore parfaite, pensa Jake, pour ce que cette famille entière avait fait. Reconstruire après l'effondrement, essayer à nouveau après l'échec, apprendre que les erreurs étaient des opportunités de croissance plutôt que des raisons de punition. Alors que l'après-midi avançait, Jake s'émerveilla des petits miracles quotidiens qui marquaient le rétablissement des enfants. Félix demanda de l'aide pour atteindre quelque chose sur une étagère haute au lieu de trouver silencieusement comment grimper et le prendre lui-même. Ivy interrompit la conversation des adultes pour leur montrer un papillon qu'elle avait repéré dehors, priorisant l'émerveillement sur le silence prudent qu'elle avait autrefois maintenu autour des grandes personnes. Plus remarquablement, les 2 enfants semblaient avoir intériorisé le concept qu'ils avaient le droit d'avoir besoin de choses, de l'aide, de l'attention, du réconfort, du divertissement, sans avoir à mériter ces besoins par une performance parfaite. Le docteur Martinez dit que nous sommes prêts à commencer à parler de l'avenir, annonça Félix pendant le déjeuner. Comme ce que nous voulons être quand nous serons grands. Je veux être vétérinaire, dit immédiatement Ivy. Pour pouvoir aider les animaux à se sentir mieux quand ils ont peur. Et toi, Félix ? demanda Mélissa. Félix réfléchit sérieusement, de la manière dont il abordait la plupart des questions. Peut-être professeur. Mais pas le genre qui donne des contrôles tout le temps. Le genre qui aide les enfants à apprendre des choses parce qu'apprendre, c'est amusant. Jake sentit sa gorge se serrer d'émotion. Il y a 6 mois, ses enfants étaient incapables d'imaginer un avenir au-delà du prochain exercice d'urgence. Maintenant, ils faisaient des plans basés sur leurs intérêts et leur compassion, pensant à des carrières qui impliquaient d'aider les autres plutôt que de simplement survivre à ce qui pourrait arriver. Ce sont de merveilleux objectifs, dit Jake. Et vous savez quoi ? Vous avez beaucoup de temps pour changer d'avis aussi. L'enfance, c'est fait pour essayer différentes idées et voir ce qui nous convient. C'est ce que maman dit, acquiesça Félix. Elle dit qu'on a le droit d'expérimenter le bonheur. Alors que la journée touchait à sa fin, Jake se prépara à contre-cœur à partir. Ses visites du samedi étaient devenues un moment fort de sa semaine, une chance d'être témoin du miracle continu du rétablissement de Félix et Ivy et de trouver sa propre guérison dans leur transformation. « Vous viendrez à notre pièce de théâtre à l'école la semaine prochaine ?» demanda Ivy alors qu'il prenait sa veste. « Je joue une fleur dans la scène du jardin de printemps. »« Pour rien au monde, » promit Jake. L'idée d'Ivy sur une scène, jouant non pas parce qu'elle était évaluée, mais parce qu'elle y prenait plaisir, le remplissait d'anticipation. Et Félix a un rôle avec du texte, ajouta fièrement Ruth. Il joue le narrateur qui explique comment les jardins poussent, des graines aux fleurs, dit Félix avec importance. C'est une métaphore pour montrer comment les gens peuvent aussi grandir et changer. Mademoiselle Johnson dit que j'ai de bonnes compétences en expression orale parce que je réfléchis attentivement à ce que je veux dire. Jake regarda ce garçon sérieux et réfléchi qui avait appris à utiliser sa nature analytique pour la créativité plutôt que pour la survie, et ressentit un profond sentiment d'accomplissement. La manière prudente de Félix de traiter le monde, autrefois une réponse traumatique, était devenue une véritable force maintenant qu'elle n'était plus motivée par la peur. En marchant vers sa voiture, Jake pouvait entendre les bruits du soir s'installer sur le complexe d'appartements. Des familles appelant les enfants pour le dîner, des programmes de télévision qui commencent, le chaos confortable des gens vivant leur vie sans se préparer constamment à la catastrophe. C'était le son de la normalité, de la sécurité, de l'enfance autorisée à exister sans le fardeau d'une responsabilité prématurée. Son téléphone vibra avec un message texte. Pendant un instant, ses vieux instincts s'enflammèrent.
Il y a 6 mois, des communications inattendues signifiaient crise, urgence, enfant en danger. Mais maintenant, il sourit en lisant le message de Ruth. Merci de nous aider à nous souvenir de ce que la famille est censée être. En rentrant chez lui à travers les rues familières d'Akron, s'épanouir, entre-exister et vivre. Félix et Ivy avaient appris par une terrible expérience comment survivre à presque tout. Mais plus important encore, ils apprenaient maintenant à s'épanouir, à trouver de la joie dans les moments ordinaires, de la sécurité dans des relations aimantes et de l'espoir dans un avenir incertain mais non plus terrifiant. Le soleil du soir peignait le ciel de nuances d'or et de rose, des couleurs qui rappelaient à Jake l'espoir plutôt que le feu. Quelque part dans la ville, 2 enfants se préparaient probablement à aller au lit. Non pas en vérifiant les fournitures d'urgence ou en révisant les procédures d'évacuation, mais en écoutant des histoires du soir, en se disputant pour savoir s'ils avaient besoin de veilleuses et en demandant un dernier verre d'eau parce qu'ils n'étaient pas prêts à ce que la journée se termine. C'était magnifiquement, parfaitement ordinaire. Et pour Félix et Ivy Carmichael, l'ordinaire était le plus grand cadeau qu'ils pouvaient recevoir. Le cadeau d'une enfance retrouvée, d'une sécurité redéfinie, de l'apprentissage que être aimé signifiait être protégé, pas testé. Il y a 6 mois, Jake avait sorti 2 petits survivants d'une maison en feu. Ce soir, ces mêmes enfants s'endormaient en étant enfants qui savaient que demain apporterait de nouvelles aventures, de nouveaux jeux, de nouvelles occasions de grandir, de rire, de faire des erreurs et d'être pardonnés. Le feu était enfin, vraiment, éteint. Ce qui restait était la vie.